Un millionnaire au bord de la mort avait désespérément besoin d'une greffe. Il avait été abandonné par tout le monde. Jusqu'au jour où une humble femme de ménage qu'il connaissait prit une décision qui le laissa sans voix. Théo Morel n'était pas né dans la pauvreté, mais c'est avec une audace féroce qu'il avait multiplié la fortune familiale. À 30 ans, il était l'un des hommes les plus puissants de Paris. Héritier d'un empire de technologie de pointe et de luxe discret, il fréquentait les plus hauts cercles, les événements les plus prisés, les lieux les plus exclusifs. On disait de lui qu'il brillait comme l'or qu'il faisait fructifier, éclatant, distant, intouchable. Il vivait dans un penthouse suspendu au-dessus de la Seine, entre les gratte-ciel et les souvenirs d'un Paris qui ne lui appartenait plus vraiment. Voitures de collection, soirées privées, conquêtes éphémères et une armée de collaborateurs prêts à tout pour lui plaire. Mais derrière le sourire figé, la mâchoire serrée et les costumes sur mesure se cachait un corps épuisé, ravagé par des années de démesure. Ce soir-là, lors d'un gala au musée des arts décoratifs, sous les chandeliers de cristal et les regards enivrés par le champagne, Théo sentit le monde vaciller. Il tituba en plein discours, une main sur le ventre, l'autre tendue dans le vide, comme si quelqu'un, quelque part, allait le rattraper. Mais personne ne bougea. Il s'effondra sur le marbre glacé, les murmures se changeant en cris, les flashs en appels désespérés. Le diagnostic fut brutal. Insuffisance hépatique en phase terminale. Un foie en miettes, une vie suspendue à un fil aussi ténu qu'un souffle. Le médecin, un homme aux yeux graves, lui annonça la vérité sans détour, sans greffe immédiate. Il ne verrait pas l'hiver. Le silence dans la chambre privée du 6e étage fut plus assourdissant que les klaxons du boulevard. Théo, pour la première fois depuis longtemps, ne dit rien. Il y eut des appels, des messages urgents. Son assistant personnel, dépassé, tenta de joindre sa mère, exilée volontaire sur une île grecque, sans réponse. Les anciens amis, les associés, les relations politiques, tous se dérobèrent. Le nom Morel, autrefois synonyme de pouvoir, ne suscitait plus que malaise et esquive. Théo n'avait jamais eu d'attache véritable, seulement des alliances stratégiques. Et maintenant, il payait le prix. Allongé sur ce lit d'hôpital, entouré d'écrans, de bips réguliers et d'odeurs antiseptiques, Théo ne ressemblait plus au magnate de la veille. Son visage amaigri trahissait les nuits blanches, les excès, les regrets tuent. Il observait le plafond comme s'il pouvait y lire une échappatoire, mais tout ce qu'il y voyait, c'était sa propre vacuité. Le personnel médical, malgré son professionnalisme, évitait son regard. On sentait dans les couloirs que le patient de la chambre 690 était célèbre, mais aussi difficile, orgueilleux, imprévisible. Les infirmières chuchotaient son nom avec une curiosité teintée de jugement. Il était le type d'homme qu'on admire de loin mais qu'on ne plaint jamais. Et pourtant, dans le balai discret du nettoyage, une silhouette passait chaque jour sans un mot, sans un bruit. Une jeune femme modeste, vêtue d'un uniforme bleu pâle, les cheveux tirés en chignon, poussant son chariot de produits ménagers. Elle s'appelait Claire, mais lui ne le savait pas. Pour Théo, elle n'existait pas. Elle faisait partie du décor comme les rideaux ou les machines, invisible, silencieuse. Ce qu'il ignorait, c'est que Claire, 25 ans, observait, pas par curiosité malsaine, mais par ce regard attentif de ceux qui ont peu, mais qui voient tout. Elle voyait les médecins pressés, les sourires forcés, les plateaux repas intacts. Elle voyait aussi la solitude, celle qui pèse plus lourd que la maladie. Et parfois elle ralentissait en passant, juste pour s'assurer qu'il respirait encore. Dans les journaux, les sites, les chaînes d'infos en continu, on parlait de la chute de Théo Morel comme d'un symbole. L'homme qui avait tout conquis était désormais prisonnier de son propre corps. Il y eut des spéculations, des analyses, mais aucune réelle compassion. Le monde, si prompt à idolâtrer, était tout aussi rapide à oublier. Le temps passa. Chaque jour, Théo s'éveillait un peu plus faible. Il ne comptait plus les heures, seulement les douleurs. Le personnel médical parlait d'une course contre la montre. Il fallait un donneur, mais les chances étaient infimes, et plus les jours passaient, plus l'espoir s'amenuisait. Il refusait la pitié, refusait de montrer la peur. Pourtant, la nuit, quand personne ne le regardait, il serrait les draps avec une angoisse sourde. Il se rappelait des visages du passé, flous, distants, des voix d'enfance, des promesses oubliées.
Il ne savait plus ce qui avait le plus disparu, son avenir ou son humanité. Et pendant ce temps, Claire continuait à passer, toujours silencieuse, toujours invisible. Mais quelque chose en elle changeait, lentement. Claire Dubois arrivait tôt, bien avant l'aube, quand les couloirs du centre hospitalier Saint-Antoine étaient encore plongés dans le silence. Elle entrait par l'arrière, badgeait sans bruit, enfilait ses gants et préparait son chariot de nettoyage. À 25 ans, elle n'avait jamais connu de grand luxe, ni même de stabilité réelle. Sa vie était faite de routines discrètes, de sacrifices et d'un courage que personne ne remarquait. Depuis presque 2 ans, elle travaillait ici, affectée aux étages de médecine interne et de soins intensifs. Elle nettoyait les chambres, changeait les draps, désinfectait les poignées de porte, vidait les poubelles. Ce n'était pas un métier que l'on choisit par passion, mais elle le faisait avec sérieux, presque avec un sens du devoir. Chaque euro gagné servait à payer le loyer d'un petit studio dans le 11e arrondissement et à couvrir les traitements de sa mère malade, alitée depuis 3 ans. Elle ne se plaignait jamais, ne s'attardait jamais. Personne ne connaissait vraiment Claire. Pour la majorité du personnel hospitalier, elle était une silhouette parmi d'autres. Elle ne partageait ni pause café, ni conversation de couloir. Elle se contentait de faire ce qu'on attendait d'elle, et plus encore. Un jour, une infirmière avait oublié de désinfecter une chambre critique. Claire l'avait fait, sans rien dire. Le lendemain, elle était retournée au silence habituel. C'est dans ce silence qu'elle croisa Théo Morel. D'abord, elle ne le reconnut pas. Juste un patient de plus, seul, branché à des machines. Mais au fil des jours, elle entendit des bribes de conversation. C'est lui, le magnate, le fils Morel, aucun proche n'a répondu. Elle apprit sans le chercher qu'il était célèbre, puissant et désormais condamné. Cela ne changeait rien à ses gestes. Elle nettoyait autour de lui comme autour des autres. Toujours méthodique, toujours distante. Ce qu'elle ne pouvait ignorer, c'était l'état de plus en plus alarmant du patient. Théo semblait fondre dans le lit. Il y avait dans son regard une absence presque insupportable. Ce vide lui rappela celui qu'elle avait vu dans les yeux de sa mère lors du premier diagnostic. Un regard qui ne demande rien, mais dit tout. Un matin, alors qu'elle passait la serpillière près de la porte entr'ouverte de sa chambre, elle entendit la médecin-chef parler à voix basse. Aucune réponse. Pas de famille, pas de proches, rien. Il nous faut un donneur compatible, et vite. Claire s'arrêta, non pas par curiosité, mais comme si une main invisible l'avait retenue. Elle fixa le seau d'eau sale, les mots résonnant dans sa tête. Donneur compatible. Le soir même, seule chez elle, elle repensa à cette phrase. Son cœur accéléra. Elle se souvint qu'elle avait un groupe sanguin rare, très rare, AB négatif. Elle avait été informée lors d'un don volontaire il y a des années, dans une campagne mobile. L'infirmier lui avait dit, en souriant, « Vous êtes un vrai trésor pour la médecine. » Elle n'y avait plus jamais pensé, jusqu'à maintenant. Elle hésita. Pourquoi faire quelque chose pour lui? Pour cet homme qui incarnait tout ce qu'elle méprisait, arrogance, indifférence, privilège? Il ne l'avait jamais regardé, jamais salué. Il n'avait même pas conscience de son existence. Et pourtant, une idée folle germait en elle, donner, offrir une partie d'elle-même pour sauver un inconnu qui, dans un autre monde, ne lui aurait même pas tenu la porte. Elle se battit avec elle-même toute la nuit, se posa 1000 questions. Que dirait sa mère? Que penserait son entourage, si tant est qu'elle en eût un? Était-ce de la folie, de l'altruisme, ou simplement l'envie de ne pas laisser un autre être humain mourir seul? Le lendemain, elle prit sa décision. Pas avec éclat, pas avec grandeur, simplement avec une conviction calme, silencieuse, ferme. Avant de commencer son tour, elle glissa un billet plié dans la poche de la blouse de la médecin responsable de Théo. Quelques mots seulement écrits à la hâte mais lisibles. « Je veux donner. Je suis compatible. C. » Elle ne mit pas son nom complet. Elle ne voulait pas de reconnaissance. Elle voulait que cela se fasse dans l'ombre, comme tous ceux qu'elle faisait. Quand la médecin lut le billet, elle fut stupéfaite. Qui était C? Elle chercha parmi les infirmières, les aides-soignantes, mais personne ne savait. Claire, de son côté, continua à passer dans les couloirs comme d'habitude, le regard baissé, les gestes sûrs. Mais à chaque fois qu'elle croisait la porte de la chambre de Théo, son cœur battait plus fort. Pendant ce temps, Théo écrivait.
Il demandait du papier, des stylos, pas pour rédiger des lettres de gratitude. Il n'en avait personne à remercier. Il écrivait des adieux à sa mère qu'il n'avait pas revue depuis 6 ans, à un ami d'enfance perdu, de vue, à une femme qu'il avait aimée un jour peut-être. Chaque lettre était un fragment d'orgueil brisé, une tentative de dire ce qu'il n'avait jamais su exprimer. Il ignorait qu'une présence discrète, chaque jour, faisait le ménage autour de lui en silence, et portait peut-être en elle son salut. Les jours s'étiraient dans une lenteur douloureuse. Le corps de Théo devenait l'ombre de lui-même. Branché à des perfusions, surveillé nuit et jour, il survivait dans un entre-deux permanent, entre la vie qui s'éteint et la mort qui ne vient pas. Mais alors que son foie déclinait, autre chose s'éveillait. Des souvenirs qu'il croyait oubliés, enfouis sous des années d'ambition et de suffisance. C'étaient d'abord des images fugaces, floues, comme des éclats de rêve. Une balançoire grinçante dans un jardin trop vaste, le visage d'une femme aux cheveux noirs, penchée sur lui, un rire doux qu'il n'entendait plus depuis des décennies. Son père, assis à un bureau, lui expliquant que rien ne se donne, tout se prend. Puis le vide, le froid. À travers la brume de sa mémoire, Théo revivait des instants simples. Il se revoyait enfant, dans la campagne bourguignonne, courant, pieds nus sur l'herbe, avant que les affaires ne les arrachent à cette vie modeste. Il se souvenait des matins où sa mère préparait du chocolat chaud, où son père n'était pas encore un homme de chiffres, mais un homme de promesses. Il se souvenait surtout de lui-même, un garçon curieux, ému par les histoires, touché par les larmes des autres. Quand cette humanité avait-elle disparu? Entre 2 injections de morphine, il essayait de rattraper ces fragments, non pas pour les revivre, mais pour comprendre ce qu'il avait perdu. Le pouvoir l'avait modelé, Durci. La solitude s'était installée lentement, insidieusement, à mesure que son cœur s'éloignait de ce qu'il était. Il n'avait pas vu venir le moment où il était devenu l'homme que même sa propre famille fuyait. Dans un autre couloir, à quelques mètres de là, Claire écoutait une autre vérité. Ce matin-là, elle avait été appelée discrètement par la médecin responsable, dans un bureau exigu au fond de l'aile administrative. Elle avait reconnu son écriture. On lui avait demandé de confirmer ce qu'elle avait écrit. Elle avait hoché la tête. Oui, elle était compatible. Oui, elle souhaitait donner. Non, elle ne voulait pas que Théo sache. Le silence qui suivit fut long. La médecin, une femme d'une 40aine d'années, au regard fatigué mais droit, lui demanda si elle comprenait les risques. Claire répondit qu'elle les acceptait. Elle avait lu, s'était informée. Une partie du foie pouvait repousser. Elle pourrait reprendre le travail après quelques semaines. Sa décision était mûre, réfléchie. Mais son regard trahissait la peur. Pas la peur de souffrir, non. La peur d'être refusée. Dans les heures qui suivirent, une série d'examens furent lancés dans la plus grande discrétion. Analyse sanguine, échographie, test de compatibilité immunologique. Claire suivait tout sans un mot, cachant son identité derrière, un simple code patient pour préserver l'anonymat. L'équipe médicale, d'abord sceptique, commençait à entrevoir l'impensable. Cette jeune femme, invisible au quotidien, pourrait devenir l'unique espoir de Théo Morel. Pendant ce temps, dans sa chambre stérile, Théo rédigeait une nouvelle lettre. Celle-ci n'avait pas de destinataire précis. Il écrivait « à celui ou celle qui me verra peut-être partir ». Il y confessait ses fautes, ses regrets. Il y avait dans l'encre noire une sincérité rare, une lucidité née de la douleur. Il ne savait pas encore que la personne qui allait, peut-être lui donner une seconde chance, était déjà entrée et sortie de sa chambre des dizaines de fois. Le soir venu, Claire rentra chez elle à pied. Elle traversa les rues animées du quartier Voltaire, esquivant les regards, le cœur lourd. Chez elle, sa mère dormait profondément, bercée par les sédatifs. Claire l'embrassa sur le front, puis s'assit à la table de la cuisine, là où s'entassèrent les factures. Elle ouvrit un carnet, vieux de plusieurs années, et y nota « Si je meurs, qu'elle sache que j'ai agi par choix, pas par sacrifice. » C'était la première fois qu'elle évoquait l'idée de mourir, non pas par peur, mais pour faire la paix avec ce qu'elle s'apprêtait à faire. Au même instant, dans la chambre 690, Théo revoyait une scène qui le hanta toute la nuit. Il avait peut-être 8 ans. Sa grand-mère lui tendait un livre, un conte. Il s'en souvenait mot pour mot. La lumière n'entre que là où la pierre s'est fendue. Il avait ri à l'époque. Aujourd'hui, il en comprenait le sens. La faille était là.
béante. Et peut-être qu'il y avait encore une lumière, mais il ne savait pas que cette lumière portait un nom, un prénom discret. Claire. La sonnette du téléphone retentissait dans le vide. Encore, et encore. La secrétaire médicale avait tenté d'appeler tous les numéros fournis par Théo Morel avant que son état ne s'aggrave. Une mère, un ancien associé, un avocat de confiance, une ex-compagne notoire. Personne ne décrochait. Pire encore, certains avaient explicitement refusé de se manifester. « Je ne veux rien avoir à faire avec lui », avait répondu une voix sèche à l'autre bout du fil. Ce fut le point de bascule. L'équipe médicale comprit que l'homme qu'il soignait, malgré son nom retentissant, n'avait personne. Théo était seul, radicalement, tragiquement seul. Lorsque la nouvelle lui fut annoncée, ce fut sans détour. La médecin entra dans la chambre, regard franc, ton neutre. « Monsieur Morel, nous avons tenté de contacter vos proches. Malheureusement, personne n'a répondu favorablement. Il ne semble y avoir personne pour vous accompagner dans cette épreuve. » Théo resta figé. Pas un mot, pas une expression, mais quelque chose dans ses yeux se brisa, imperceptiblement. L'homme de fer qu'il avait toujours été venait de se fendre. Il détourna le regard, serra les mâchoires, puis, lentement, sans prévenir, une larme roula le long de sa joue. Une seule. Claire, qui passait discrètement avec son chariot dans le couloir, s'arrêta net. Par la porte entr'ouverte, elle le vit. L'homme intouchable, le magnate arrogant, le visage tourné vers la fenêtre, les yeux rougis, le souffle court. Elle ne bougea pas. Mais son cœur, lui, fit un bond. Elle ne ressentit pas de pitié. Elle n'avait jamais eu ce genre de regard condescendant. Elle vit simplement un homme qui touchait le fond. Et quelque chose en elle se déplaça. Pas une révélation soudaine, plutôt une graine déjà semée qui commençait à germer. Plus tard ce jour-là, elle retourna dans la salle de pause des agents d'entretien. Personne n'y prêtait attention. Elle s'assit, seule, regarda fixement son badge. Son prénom imprimé en noir, froidement, sur le plastique. Elle se demanda ce qu'il représentait vraiment. Qui ici savait qui elle était? Qui voyait autre chose qu'une présence silencieuse entre deux rotations? Elle pensa à Théo, à son isolement, et à cette scène furtive de larmes. Une image qu'elle ne pourrait plus effacer. Elle comprenait maintenant ce que signifiait mourir sans témoin. Elle avait toujours craint cette idée, même jeune. L'idée qu'un jour, sa mère partirait sans personne pour lui tenir la main. L'idée que sa propre vie puisse finir sans que personne ne se souvienne qu'elle avait existé. Le lendemain, en nettoyant les douches communes d'un autre étage, elle fut appelée discrètement par la médecin. Cette dernière lui annonça que les tests étaient formels. Elle était compatible, parfaitement. C'était un miracle, compte tenu de la rareté du groupe sanguin. Mais ce miracle posait un dilemme éthique. La médecin insista, « Vous n'êtes pas obligé. Vous n'avez aucun lien avec lui. C'est votre droit de changer d'avis. » Claire répondit d'une voix calme, « Je ne veux pas changer d'avis. Je veux qu'il vive. » La médecin la fixa longuement. Puis, hochant la tête, elle la remercia. Il n'y eut pas de grandes effusions, pas de poignées de main solennelles. Juste deux femmes dans un bureau froid, l'une prenant une décision, l'autre respectant ce choix. De retour dans sa chambre, Théo rédigeait une dernière lettre, cette fois pour lui-même. Il écrivait tout ce qu'il n'avait jamais osé penser. « Tu as construit des murs, pas des ponts. Tu as régné par la peur, pas par l'amour. Et maintenant, regarde-toi, roi sans royaume, maître d'un corps qui t'abandonne. » Il termina la lettre avec une phrase qu'il ratura 3 fois avant de la laisser intacte. Peut-être qu'il est encore temps. Il n'imaginait pas à cet instant qu'au-delà de cette chambre close, une jeune femme qu'il n'avait jamais regardée venait de poser l'acte le plus humain de sa vie. Elle que personne ne voyait. Elle qui chaque jour essuyait les traces des autres. Elle qui, en silence, était en train de lui tendre une main qu'il n'aurait jamais espérée. La solitude de Théo ne disparut pas ce soir-là. Mais pour la première fois, elle fut habitée par une attente. Une infime, minuscule, fragile attente. Il faisait encore nuit quand Claire arriva à l'hôpital ce matin-là. La pluie tombait doucement sur les vitres et le ciel de Paris était d'un gris presque argenté. Elle se sentait étrange, comme suspendue dans une autre réalité, entre l'ombre de son quotidien et le poids de la décision qu'elle avait prise. Elle savait que ce jour-là ne serait pas comme les autres. Elle ne voulait pas de confrontation, pas de regard, pas de mots. Son choix était intime, personnel, profondément enraciné.
mais elle savait que les médecins auraient besoin d'un signal clair, d'un acte. Alors, entre deux couloirs, alors que personne ne la voyait, elle glissa un nouveau billet, plus direct que le premier, dans le bac supérieur de son chariot de nettoyage, à l'attention de la médecin. Un morceau de papier plié, glissé, sous une boîte de gants. Je confirme, je suis prête, pas de contact. Ce fut tout. Puis elle reprit son travail comme d'habitude. Elle vida les corbeilles, désinfecta les poignées de porte, changea les draps dans les chambres vides. Quand elle passa devant celle de Théo, elle ralentit à peine. Il dormait, ou feignait de dormir. Elle observa un instant son visage, fatigué, creusé par la douleur et les traitements. Il semblait ailleurs, perdu dans un monde intérieur qu'elle ne pouvait deviner. Dans le bureau médical, la médecin lut le mot et se figea. Elle reconnut l'écriture. Appela discrètement 2 membres de l'équipe. Des discussions furent lancées à voix basse, avec une gravité nouvelle. Les démarches administratives commencèrent. Une procédure fut enclenchée dans le silence absolu. Le dossier fut classé hautement confidentiel. Seuls 4 membres du personnel connaissaient l'identité de la donneuse. Claire avait obtenu ce qu'elle voulait, rester invisible. Théo, quant à lui, ne se doutait de rien. Il savait seulement que les médecins semblaient moins désespérés. Il les entendait murmurer, parler de tests, de compatibilité, de délais, raisonnables avant intervention. Une étincelle s'alluma en lui, mais elle fut rapidement noyée par une vague d'incrédulité. Qui, dans ce monde, voudrait lui venir en aide sans contrepartie? Le soir venu, Théo demanda à voir son dossier. Il voulait comprendre. La médecin refusa poliment. « Nous faisons notre possible. Reposez-vous. » Mais son ton avait changé, moins distant, moins froid. Il sentit, sans preuve, que quelque chose était en train de se passer. Pendant ce temps, Claire, assise dans un coin de la salle de repos, des agents de nettoyage écrivaient une lettre. Une lettre qu'elle n'avait pas l'intention de donner. Elle y racontait son enfance à Montreuil. Son père partit trop tôt. Sa mère tombée malade alors qu'elle venait à peine d'avoir 20 ans. Elle parlait de ses rêves, de ce qu'elle avait laissé derrière elle. Et puis, elle écrivit « Je n'ai jamais été importante pour qui que ce soit. Mais si je peux servir à quelqu'un, alors peut-être que je n'ai pas tout perdu. » Elle plia la lettre, la glissa dans son sac, puis regarda l'heure. Il était presque 10 heures du soir. Sa journée était terminée, mais elle ne voulait pas rentrer. Pas encore. Elle retourna à l'étage de soins intensifs, prétextant un oubli. Marchant lentement dans le couloir désert, elle s'arrêta devant la porte de Théo. Juste un instant. Un battement. Puis, elle repartit. Mais Théo, éveillé, entendit ses pas. Il ne savait pas qui elle était. Mais cette présence discrète, ce silence familier, avait fini par s'imprimer en lui. Quelqu'un passait toujours, quelqu'un ne fuyait pas. Et pour la première fois depuis des semaines, il ne se sentit pas tout à fait abandonné. Le lendemain matin, la décision fut actée. L'opération serait programmée sous 3 jours. Claire signa les derniers documents dans une salle réservée, accompagnée d'un psychologue et d'un médecin coordinateur. À chaque étape, elle resta ferme, posée, calme. Elle n'en parlait à personne, pas même à sa mère. La médecin responsable de Théo hésita. Devait-elle lui dire? Devait-elle lui révéler que l'espoir avait désormais un visage? Finalement, elle choisit de ne pas briser l'anonymat, par respect pour la volonté de Claire. Mais l'agitation, discrète dans l'unité, les préparatifs, les échanges de regards tendus, finirent par éveiller ses soupçons. Dans la soirée, il demanda « C'est vrai, n'est-ce pas? Quelqu'un va me sauver. » La médecin ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, elle dit « Oui, quelqu'un a accepté. C'est tout ce que je peux vous dire. » Théo ferma les yeux. Il sentit la gorge se nouer. Pas de nom, pas de visage. Juste une vérité nue. Il allait vivre, peut-être, grâce à un inconnu. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cet inconnu venait de nettoyer sa chambre, qu'elle avait changé ses draps, rangé ses affaires, essuyé le rebord de son lit, et qu'en partant, elle avait laissé un autre billet, cette fois caché sous la tablette de repas. « Tu ne me connais pas, et tu n'as pas besoin de savoir qui je suis. Tu as une seconde chance, ne la gâche pas. » Le mot laissé sous la tablette de Théo fut découvert par une infirmière lors du repas du soir. Elle le remit immédiatement à la médecin en charge, qui, en le lisant, resta silencieuse un long moment.
Ces quelques mots, simples, sans signature, avaient une force étrange, un écho puissant d'humanité dans un monde si souvent régi par l'indifférence. Elle le lut 2 fois avant de le glisser dans le dossier médical hors des regards. Théo, lui, ne sut jamais qui avait écrit ce message, mais en l'entendant lu à voix haute, quelque chose en lui céda. Un barrage. Il ne dit rien. Il n'eut pas de réaction spectaculaire, mais son regard depuis ce jour devint plus fixe, moins absent. Pour la première fois, il mangea ce qu'on lui servait. Il ne renvoya pas l'infirmier venu l'aider à se lever. Il remercia même, faiblement, une aide-soignante qui avait replacé son oreiller. Un détail. Mais un détail nouveau. Pendant ce temps, dans les couloirs moins fréquentés de l'administration hospitalière, la décision de Claire faisait l'effet d'une onde de choc. Les membres du comité d'éthique furent convoqués en urgence. Les lois permettèrent le don vivant d'un morceau de foie, à condition qu'il y ait un lien affectif ou moral clair entre donneur et receveur. Or, Claire n'était ni parente, ni amie, ni même officiellement connue du patient. Une femme du comité osa dire tout haut ce que plusieurs pensèrent tout bas. Et si elle fait cela par désespoir ou par besoin de reconnaissance? D'autres, plus cyniques, s'interrogèrent sur sa santé mentale. Mais aucun test ne révélait d'instabilité. Claire était saine, lucide, informée. C'est justement cette certitude tranquille qui troublait tant. Elle ne demandait rien. La médecin défendit fermement sa position. Elle connaît les risques, elle a été évaluée, et surtout elle insiste. Elle veut rester anonyme, c'est un geste rare, peut-être même unique. Après plusieurs heures de discussion, le comité vota. À une courte majorité, l'autorisation fut donnée. L'opération pouvait avoir lieu. Lorsque Claire fut informée, elle ne sourit pas. Elle acquiesça simplement, remercia d'un mot, puis demanda à retourner travailler. Ce soir-là, elle nettoya la chambre de Théo une dernière fois avant l'intervention. Il dormait. Elle le regarda quelques secondes, puis sortit en silence, sans laisser de mots. Mais l'anonymat ne pouvait durer éternellement. Le lendemain, Théo surprit un fragment de conversation entre 2 internes, qui parlaient trop fort près de sa chambre. Il entendit « La donneuse, c'est une employée de l'hôpital, une femme jeune. Il paraît qu'elle fait le ménage ici. » Les mots résonnèrent comme des coups de tonnerre. Il redressa la tête, le souffle court, le cœur battant. « Une employée? Une femme de ménage ?» Il répéta ces mots à haute voix. Personne ne répondit, mais il comprit. Et dans cet instant, le mur qu'il avait si longtemps dressé, entre lui et le reste du monde, s'effondra brutalement. Comment un être qu'il n'avait jamais vu, jamais reconnu, pouvait-il faire cela pour lui? Le choc fut tel qu'il exigea une réponse. Il interpella une infirmière, puis un médecin. « Je veux la voir, je veux lui parler, maintenant. » Mais la consigne était claire. Le nom de la donneuse ne serait pas révélé. C'était la condition qu'elle avait imposée. Un refus poli mais ferme. Frustré, déstabilisé, Théo perdit ses moyens. « C'est une question de dignité. On ne me sauve pas en cachette comme on donne de la monnaie à un mendiant. » Il cria, un cri rauque, plus de peur que de colère. Ce fut alors que Claire entra. Elle ne devait pas être là. Elle n'avait rien à faire dans cette chambre à ce moment précis, mais le tumulte avait attiré son attention et dans un élan presque irréfléchi, elle avait franchi la porte. Théo se figea. Elle aussi. Leurs regards se croisèrent pour la première fois. Vraiment. Il ne comprit pas tout de suite. Elle, oui. Elle comprit que le moment était arrivé. Et avant que quelqu'un ne puisse intervenir, elle parla. « Je ne vous sauve pas pour vous faire plaisir, ni pour être vu, ni même pour être aimé. Je vous sauve parce que vous allez mourir. Et parce que, malgré tout ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, vous êtes un être humain. Et moi aussi. » Silence. Théo ne trouva rien à répondre. Ses lèvres tremblèrent. Son visage se décomposa. L'arrogance, le choc, la honte, tout se mêla. Il voulut dire quelque chose. Une excuse peut-être, une justification. Mais aucun mot ne sortit. Claire fit un pas en arrière. « Je voulais rester invisible, mais maintenant que vous savez, vous devrez vivre avec ça, avec moi. » Et elle sortit. Le calme revint, mais plus rien ne serait comme avant. Le lendemain de leur confrontation, un silence étrange régna dans la chambre de Théo. Pas celui des machines, ni celui des couloirs étouffés de l'hôpital. Un silence intérieur, lourd, profond, comme si chaque parole prononcée par Claire résonnait encore dans les murs. Elle l'avait démasqué, non pas pour exposer sa faiblesse, mais pour lui tendre un miroir sans complaisance.
Théo n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Les mots de Claire tournèrent dans sa tête comme une boucle impossible à arrêter. « Je vous sauve, parce que vous allez mourir. » Cette phrase, dénuée de flatterie, dépouillée de toute chaleur, le frappait, plus fort que n'importe quel diagnostic. Il avait voulu connaître le visage de sa sauveuse, pensant y trouver un sens, peut-être une dette à honorer, un pouvoir à reprendre. Mais au lieu de cela, il avait trouvé Claire, une jeune femme dont il n'avait jamais remarqué la présence. Et pourtant, elle allait lui donner une part d'elle-même. Il se sentit nu, vulnérable. Pire encore, inutile. Pendant ce temps, Claire, elle, reprenait ses fonctions comme si de rien n'était. Elle n'attendait pas de réaction, pas de reconnaissance. Ce qu'elle avait à dire, elle l'avait dit. Et désormais, seule la chirurgie comptait. Chaque jour la rapprochait du moment où son corps serait ouvert, où une partie d'elle serait prélevée. Elle n'avait jamais été opérée auparavant. Elle avait peur, oui, mais elle se refusait à céder à la panique. Une infirmière touchée par son calme osa un jour lui demander « Pourquoi vous? Pourquoi pour lui ?» Claire répondit simplement « Parce que personne d'autre ne l'a fait. » Ce fut tout. Théo, lui, essayait de comprendre. Il relut toutes les lettres qu'il avait écrites dans les jours précédents. Certaines étaient pleines de reproches, d'autres de regrets. Mais aucune n'avait cette franchise brutale que Claire avait eue en quelques mots. Il avait été élevé dans une culture de la puissance, du mérite, du donnant-donnant. Or, ce qu'elle faisait défiait toutes ces règles. Elle ne demandait rien, pas même d'être écoutée. Et pourtant, il ressentait une rage sourde, non pas contre elle, mais contre lui-même, contre l'homme qu'il avait laissé devenir. L'orgueil qu'il avait construit était désormais son fardeau. Il se sentait humilié, pas parce qu'on lui faisait l'aumône, mais parce qu'il n'était pas capable d'accepter un geste sans le rabaisser ou le soumettre à une logique de domination. Alors il tenta de reprendre le contrôle à sa façon. Il demanda à son avocat de préparer un document, une reconnaissance officielle de dette morale. Il voulait créer une rente, un fonds, un contrat. Je veux qu'elle soit protégée, qu'elle ne manque jamais de rien. C'est le minimum. Mais lorsqu'on transmit à Claire l'intention de Théo, elle refusa catégoriquement. Pas de contrat, pas de faveur, rien. Elle écrivit sur un papier « Je n'ai rien à vendre, ni mon foie, ni ma conscience ». Théo accusa le coup. C'était une leçon douloureuse, une claque silencieuse. Lui qui avait toujours pensé que tout s'achetait, que tout se payait, devait désormais faire face à une vérité désarmante. Il n'y avait pas de monnaie pour l'acte qu'on lui offrait. Et cela le rendait fou. Dans les heures qui suivirent, il sombra dans un mutisme total, ne répondit plus aux questions des médecins, refusa de parler. Il ne pouvait supporter cette vulnérabilité. Il préférait se taire que de se briser encore. Mais Claire, de son côté, ne le jugeait pas. Elle comprenait à sa manière cette lutte intérieure. Elle aussi avait connu le poids du silence, la honte de devoir accepter une aide, la peur d'être vue comme une assistée. Elle savait que ce que Théo vivait n'était pas de l'ingratitude, mais une forme d'effondrement intime. Et elle n'avait aucune envie de l'accélérer. Alors elle fit quelque chose d'inattendu. Elle écrivit un nouveau mot. Elle le plia soigneusement et le fit passer discrètement à travers une infirmière. Le billet disait « Je ne vous demande pas de me remercier. Je vous demande juste de vivre assez longtemps pour comprendre ce que cela veut dire. » Quand Théo lut ces mots, quelque chose changea. Une fissure, légère, dans l'armure. Il relut la phrase plusieurs fois. Pas de menace, pas de pression. Juste une condition, vivre, comprendre. Et il comprit. Pour la première fois, il comprit que ce n'était pas son argent, ni son nom, ni ses actes passés qui lui permettraient de mériter cette vie. C'était ce qu'il allait faire à partir de maintenant. Il se redressa légèrement dans son lit, regarda par la fenêtre. Le ciel s'ouvrait sur un matin pâle. Il ne dit rien. Mais en silence, il fit une promesse. Il allait vivre. Et il allait comprendre. Dès l'aube, l'hôpital Saint-Antoine vibrait d'un calme particulier, presque sacré. Les couloirs étaient nettoyés avec plus de soin que d'habitude. Le tuto personnel parlait à voix basse, comme si, sans se le dire, tous comprenaient que ce jour n'était pas comme les autres. C'était le jour où deux vies allaient être suspendues, ouvertes, cousues, reliées. Une transaction invisible entre deux êtres qui, jusqu'à récemment, ne se regardaient même pas. Claire arriva discrètement, comme toujours.
Elle portait un jogging simple, les cheveux attachés, sans maquillage. Elle serrait dans sa main droite un médaillon en argent, usé, le seul bijou que sa mère lui avait donné. Il représentait une petite étoile, gravée à l'arrière avec les mots « Tu es lumière ». Elle l'avait toujours gardé avec elle sans trop savoir pourquoi. Ce matin-là, elle le tenait comme un talisman. Dans une salle attenante au bloc opératoire, elle fut accueillie par une infirmière qu'elle connaissait depuis des mois sans jamais avoir échangé un mot en « dehors des bonjours ». Cette fois, l'infirmière la regarda dans les yeux. « Vous êtes prête ?» Claire acquiesça. Elle n'avait pas besoin de parler. Son regard était clair, calme, déterminé. Une médecin anesthésiste entra à son tour, lui expliqua une dernière fois le déroulé de l'opération. Claire écouta avec attention, hocha la tête à chaque étape. Puis elle enleva ses boucles d'oreilles, ses vêtements, enfila la blouse verte et attendit. Dans une autre aile, Théo subissait le même rituel, mais avec une tension différente. Il n'avait pas dormi. Son cœur battait fort, non de peur physique, mais de vertige existentiel. Jamais il n'avait été aussi vulnérable, aussi exposé. Il n'avait pas revu Claire depuis leur échange décisif. Elle avait disparu dans les étages, redevenue ombre. Mais son absence était plus présente que tout. Il la ressentait partout. Avant d'être conduit au bloc, il demanda un stylo. Sur une feuille arrachée à un bloc-notes, il écrivit quelques lignes. Ce n'était pas une lettre ni un testament. C'était un aveu, une promesse, un soupir. Puis il plia la feuille, la tendit à l'infirmière avec un murmure. « Donnez-lui. » Après. Les deux blocs opératoires étaient prêts. Deux équipes chirurgicales distinctes, coordonnées dans une chorégraphie précise, allaient travailler en parallèle. Tout était minuté. Claire serait opérée en premier. On prélèverait une partie de son foie, environ 55%, puis immédiatement on le transplanterait dans le corps de Théo. Le foie, organe exceptionnel, pouvait se régénérer, mais la manœuvre restait risquée, invasive, longue. Claire fut allongée sur la table. L'anesthésiste lui parla doucement, lui demanda de compter à l'envers à partir de 10. Elle obéit. 10, 9, 8, et sombra dans le sommeil sans douleur, portée par l'idée qu'elle n'agissait pas pour changer le monde, mais pour ne pas en rester spectatrice. Quand les premières incisions furent pratiquées, l'équipe médicale travailla dans un silence de cathédrale. Le prélèvement se déroula sans incident. 1h45 plus tard, le segment hépatique fut extrait, préparé, puis transporté sous scellé dans le bloc adjacent, où Théo, déjà sous anesthésie générale, attendait son tour. Son corps était prêt à recevoir ce morceau de vie venu d'une femme qu'il avait ignoré si longtemps. La transplantation, elle, dura plus de 6 heures. L'état de Théo nécessitait une attention extrême. Son organisme, affaibli par les mois de déchéance, était un terrain instable. Mais les chirurgiens étaient parmi les meilleurs de France. Lentement, minutieusement, ils reconnectèrent de veines, artères, canaux biliaires. À chaque suture, à chaque battement de cœur monitoré, une seconde chance se dessinait. Lorsque tout fut terminé, les deux patients furent transférés en salle de réveil, chacun dans un espace séparé, sous haute surveillance. Claire émergea la première. Lente, douloureuse, sa remontée vers la conscience fut marquée par une nausée légère et une fatigue écrasante. Mais elle ouvrit les yeux. Elle vit le plafond blanc, sentit la douleur sourde dans son flanc droit, puis le poids du médaillon dans sa main fermée. Elle était en vie. Théo mit plus de temps. Mais quand enfin il émergea quelques heures plus tard, il sentit d'abord une chaleur étrange dans son abdomen. Une tension nouvelle, un tiraillement, mais aussi une légèreté inconnue. Il ouvrit les yeux. Les lumières étaient tamisées. Il n'y avait personne dans la pièce. Juste un silence doux. Et sur sa table de chevet, un petit papier plié. Il le prit, le déplia avec lenteur. L'écriture était fine, penchée. Claire avait laissé une dernière trace avant de se retirer. Dans son propre rétablissement, vous avez une seconde chance, ne la gaspillez pas. Les jours qui suivirent à l'opération furent marqués par une étrange quiétude. Le tumulte, les doutes, les confrontations s'étaient éteints, laissant place à un silence neuf, celui de la convalescence. Claire fut la première à sortir de la salle de réveil, affaiblie, certes, mais debout. Chaque pas était une victoire, chaque souffle profond une preuve que son corps reprenait possession de lui-même. Elle n'informa personne de sa sortie. Pas de fête, pas de retour théâtral à l'unité de soins.
Elle quitta l'hôpital par une porte secondaire, un sac de vêtements sous le bras, et rentra chez elle en taxi. Là, dans son petit appartement, elle retrouva le lit étroit, la cuisine minuscule, l'odeur familière du linge propre et du thé infusé. Sa mère dormait, paisible, bercée par un traitement régulier. Claire s'assit à ses côtés et ferma les yeux. Pour la première fois depuis des semaines, elle sentit une paix tranquille s'installer. Théo, en revanche, vivait une expérience radicalement différente. Son réveil avait été plus lent, plus complexe. Mais l'organe transplanté était accepté. Les constantes se stabilisaient. Le foie greffé commençait à fonctionner. Les médecins affichaient une prudence enthousiaste. « Vous êtes hors de danger, mais le chemin sera long. » Il le savait. Et pour la première fois, il n'avait pas peur du long. Lentement, il reprit goût aux gestes simples. Boire de l'eau, écouter le bruit de la pluie contre la fenêtre, s'habiller seul, même lentement. Il passa des heures à regarder le ciel par la vitre, à se rappeler les jours où il méprisait ceux qui prenaient le temps. Aujourd'hui, il découvrait ce que signifiait attendre. Mais une absence le hantait. Claire n'était plus là. Elle avait disparu aussi discrètement qu'elle était apparue. Il interrogea les infirmiers, les médecins. Tous répondaient par des silences gênés ou des phrases vagues. « Elle va bien. Elle est rentrée chez elle. Elle ne souhaite pas être contactée. » Cette distance volontaire le perturbait. Il ne voulait pas la remercier avec de l'argent. Il ne voulait plus acheter la gratitude. Il voulait comprendre, voir, dire quelque chose, n'importe quoi. Il ne savait pas encore quoi. Un matin, il demanda à consulter le registre des employés de l'hôpital. L'administration refusa. Confidentialité. Droit à l'anonymat. Il comprit que forcer la porte ne servirait à rien. Alors, pour la première fois de sa vie, il changea de méthode. Il attendit. Et il observa. Il écouta les conversations dans les couloirs. Il posa des questions indirectes. Une infirmière évoqua un prénom. Claire. Une autre parla d'une jeune femme effacée mais courageuse. Il recolla les morceaux, lentement. Et une idée germa en lui. S'il ne pouvait la retrouver ici, il la chercherait ailleurs. Mais avant cela, il devait changer. Non pas pour elle, pour lui. Lorsqu'il fut autorisé à sortir du service de soins intensifs, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Il demanda à visiter les autres ailes de l'hôpital. Pas en tant que patient, mais en tant qu'homme. Il marcha dans les couloirs des services de pédiatrie, des soins palliatifs, des urgences. Il parla avec les patients, les soignants, les familles. Il écouta, il regarda, il apprit. Et chaque fois qu'il voyait une femme en blouse bleue, un chariot de nettoyage, un badge oublié sur une poche, il espérait. En vain. Claire n'était plus là. Alors il sortit de l'hôpital. Le jour de sa sortie, il refusa les voitures privées, les journalistes à l'entrée, les employés de son entreprise venus l'attendre. Il enfila un manteau sobre, marcha seul dans la rue, le cœur battant. Il était en vie. Il avait reçu une part de quelqu'un, et ce don le suivait dans chaque pas. De retour chez lui, il ne reconnut plus son appartement. Le luxe lui sembla vide, absurde. Il parcourut les pièces en silence, regarda les tableaux, les meubles, les objets d'art. Rien ne vibrait. Il ouvrit un placard, sortit un vieux carton qu'il n'avait pas touché depuis des années. À l'intérieur, des cahiers d'enfance, des photos, une lettre de sa mère qu'il n'avait jamais lue. Il s'assit au sol et pleura. Plus tard, il appela son conseiller financier. Il donna l'ordre de suspendre tous les investissements superflus. Puis il demanda un rapport complet sur les projets sociaux que son père avait autrefois initiés et qu'il avait lui-même mis de côté. Des écoles, des cliniques, des associations pour sans-abri. Il lut chaque ligne avec attention et il décida, il les relancerait. Tous, en silence, sans logo, sans publicité. Et dans chaque décision, il pensait à elle, à Claire, à Saha, force tranquille, à cette main qu'elle avait tendue sans attendre de retour, mais elle restait introuvable. Les jours passèrent et Théo ne retourna pas à son ancienne vie. Il ne remit pas les pieds dans les salles de réunion, ne s'afficha pas dans les dîners mondains, ne répondit à aucune des invitations qui s'entassaient dans sa boîte mail. Ce monde-là ne l'attirait plus. Il avait le souffle court, les cicatrices encore sensibles, mais il marchait. Et surtout, il regardait. Vraiment. Un matin, il décida de faire quelque chose qu'il n'avait jamais fait, marcher sans destination, dans des quartiers qu'il n'aurait jadis jamais foulés. Il prit le métro.
simplement, sans escorte, sans costume. Il descendit à Belleville, puis à Ménilmontant, déambula dans les ruelles, les marchés, les squares pleins d'enfants. Il écouta les conversations, les rires, les cris. Il vit des femmes porter seules leurs enfants, des hommes réparer des vélos sur le trottoir, des adolescents chanter dans des écouteurs partagés. C'était un autre Paris, un Paris vivant, fatigué, digne. Et, étrangement, c'est dans ce Paris-là que Théo commença à comprendre ce que Claire lui avait offert. Pas seulement un foie, mais une fenêtre, un horizon. Il s'assit dans un café modeste, observa les gens passer. Sur un banc, une vieille femme tricotait, un sac de course à ses pieds. Il engagea la conversation. Ils parlèrent de tout et de rien, puis il demanda, sans brusquer, « Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle Claire Dubois ?» La femme haussa les épaules. « Des Claires, il y en a plein. Des Dubois aussi. » Mais il n'abandonna pas. Il fit le même geste dans d'autres lieux. Une boulangerie, une pharmacie, un centre social. Chaque fois, il posait la même question, la voix posée, le regard honnête. Souvent, on le dévisageait. Il avait encore l'allure d'un homme aisé, malgré ses vêtements simples. Mais il n'inspirait plus ni crainte ni admiration, juste curiosité. Un après-midi, alors qu'il s'arrêtait devant une petite pharmacie de quartier, il aperçut une jeune femme qui ressemblait vaguement à Claire. Il entra le cœur battant. Ce n'était pas elle. Mais quelque chose l'incita à rester. Il acheta un paquet de pansements dont il n'avait pas besoin, puis demanda à la caissière si elle connaissait une Claire Dubois. La caissière, une étudiante à peine sortie de l'adolescence, le fixa un moment. Il vit ses yeux changer. « Pourquoi vous la cherchez ?» demanda-t-elle. Il sentit l'espoir remonter comme un vertige. « Je lui dois la vie. » Elle le dévisagea encore. Hésita. Puis sortit un petit carnet de livraison, y écrivit quelque chose, le plia et le lui tendit. « Je ne vous ai rien donné. Vous ne me connaissez pas, et je ne sais pas si elle voudra vous voir. » Il hocha la tête. « Je comprends. » Il sortit. Le papier tremblait entre ses doigts. Un nom de rue, un numéro, un appartement dans une impasse discrète du 11e arrondissement. Il resta immobile plusieurs minutes, à contempler l'adresse comme s'il tenait entre les mains le cœur même de son propre mystère. Il s'y rendit à pied, lentement. Chaque pas pesait. Il avait imaginé cet instant des dizaines de fois, sans jamais trouver les mots. Que dirait-il? « Merci » semblait absurde. « Je suis désolé. » Encore plus. Arrivé devant la porte de l'immeuble, il resta un moment sans bouger, puis il monta. 3e étage. Porte grise. Une sonnette ancienne. Il tendit la main, hésita, respira et appuya. Pas de réponse immédiate. Puis, des pas lents. Un verrou. Et la porte s'ouvrit. Claire était là, sans blouse, sans badge, sans chariot. Juste elle, en pull simple, les cheveux détachés. Elle le reconnut tout de suite, mais ne sembla pas surprise, comme si elle savait qu'il viendrait un jour. Elle ne parla pas. Théo, lui, sentit toutes les phrases qu'il avait préparées s'effondrer. « Je ne savais pas comment vous trouver, » dit-il enfin. Sa voix était rauque, fragile. Elle hocha la tête. « Et maintenant que vous m'avez trouvé ?» Il baissa les yeux. « Je ne veux rien demander, je ne veux rien imposer. Je voulais juste vous voir, vous dire que je suis en train d'essayer. » Silence. Essayer quoi? D'être un homme différent de celui que vous avez connu sans le regarder. D'être digne de ce que vous avez fait. Elle le fixa longtemps. Il soutint son regard. Puis elle ouvrit la porte un peu plus grand. « Entrez. » Théo entra lentement dans le petit appartement de Claire. L'espace était modeste, mais chaque objet semblait placé avec soin. Une table en bois usé, une étagère remplie de livres, une plante en pot près de la fenêtre et au fond, une porte entr'ouverte laissant deviner une chambre où dormait quelqu'un. Il comprit, sans qu'elle n'ait besoin de le dire, que sa mère était là, alitée, paisible. Ce décor n'avait rien de luxueux, mais il respirait la vie, la réalité, l'effort. Claire lui fit signe de s'asseoir. Elle prépara 2 tasses de thé sans demander ses préférences. Elle agissait, sans précipitation, sans gêne. Théo, lui, se tenait droit, presque mal à l'aise dans cet espace trop humain pour ses repères anciens. Il regardait autour de lui,
absorbant chaque détail comme s'il découvrait un monde inconnu. « Tu as marché longtemps ?» demanda-t-elle, brisant enfin le silence. Il hocha la tête. « Plus que jamais. Mais j'avais besoin de cette marche. Elle m'a ramené ici. » Elle posa la tasse devant lui, puis s'assit à son tour, les mains autour de la sienne pour en absorber la chaleur. « Et maintenant que tu es là ?» demanda-t-elle. Il la regarda, incapable de formuler une réponse immédiate. Toutes les grandes phrases qu'il avait imaginées pendant ces jours de convalescence, toutes les formules de gratitude ou d'excuses, s'étaient évaporées dès l'instant où elle avait ouvert la porte. Il n'y avait que ça maintenant. Elle, lui et le silence entre les deux. « Je n'ai rien à te demander, Claire. Je ne suis pas venu pour régler une dette. Il n'y a pas de dette. Je suis venu pour comprendre, pour ne pas laisser ton geste disparaître dans mon ancienne vie. » Elle ne répondit pas tout de suite, mais il vit dans ses yeux qu'elle le croyait. Pendant quelques minutes, ils burent leur thé sans dire un mot. Il y avait entre eux une pudeur nouvelle, un respect silencieux que même l'histoire partagée de la greffe n'avait pas pu forcer. Théo ne regardait plus Claire comme une énigme à résoudre, mais comme une présence qui l'interrogeait. « Tu ne m'as jamais regardé avant, » dit-elle soudain sans amertume. Il baissa les yeux. « Je sais. Et maintenant, tu me vois ou tu vois ce que j'ai fait pour toi ?» La question le transperça. Il prit un moment pour répondre. « Je te vois. Pas comme une figure, pas comme une image. Je te vois comme quelqu'un qui a fait ce que moi je n'aurais jamais fait pour un inconnu. Et c'est ça qui me hante, qui me guide. » Elle acquiesça lentement, puis se leva et alla jusqu'à une étagère où était posé un cadre photo. Elle le lui tendit. Une image d'elle plus jeune, tenant la main de sa mère sur un banc de jardin, les deux souriantes malgré la fatigue visible. Il observa longtemps cette photo sans oser demander. « Ma mère ne sait pas ce que j'ai fait pour toi, » dit-elle. « Elle pense que j'ai eu une opération bénigne. Je ne veux pas qu'elle sache. Elle ne comprendrait pas. Elle me supplierait de ne plus jamais recommencer. »« Et tu recommencerais ?» Elle le fixa droit dans les yeux. « Oui, pour quelqu'un qui en vaudrait la peine. » Il ressentit cette phrase comme un test, mais il n'y répondit pas. Pas tout de suite. Alors il fit autre chose. Il se leva, fouilla dans la poche intérieure de sa veste et en sortit une enveloppe pliée. Elle hésita à la prendre, mais il la lui tendit, doucement, sans insister. Elle l'ouvrit. Une lettre, manuscrite, d'une écriture appliquée mais hésitante. « Je ne sais pas si tu la liras en entier, mais j'avais besoin d'écrire. De dire ce que je n'ai jamais su dire. Je ne mérite pas ton pardon, ni ta confiance, mais je veux essayer de les mériter à l'avenir. Tu as placé en moi quelque chose que je n'aurais jamais eu seul. La possibilité de devenir autre, chose qu'un nom sur un bâtiment. Tu m'as rendu ma vie, mais aussi ma honte, et avec elle mon humanité. Merci n'est pas suffisant, mais c'est le seul mot honnête que je peux t'offrir aujourd'hui. » Claire plia la lettre, sans rien dire. Puis elle alla poser l'enveloppe sur la table, à côté de sa tasse vide. « Tu veux voir Paris? Le vrai Paris ?» Il cligna des yeux, surpris. « Maintenant? » « Oui, pas les rues pour touristes, pas les hôtels, pas les galeries, le Paris que je connais, le Paris que j'aime. » Il hocha la tête. « Je te suis. » Et ce fut elle, cette fois, qui ouvrit la porte. Ils descendirent les marches de l'immeuble dans un silence doux, presque complice. Paris les attendait au dehors, gris et humide, mais vibrant d'une vie que Théo découvrait comme un enfant redécouvre un jouet oublié. Claire ne parla pas beaucoup. Elle le guidait simplement par des rues étroites, des passages que seuls les habitués connaissaient. Ils traversèrent des marchés couverts, des impasses décorées de guirlandes fanées, des parcs où les feuilles mortes se mêlaient aux cris des enfants. Théo ne posait pas de questions. Il observait, il écoutait, et surtout, il ressentait. Ils s'arrêtèrent dans une librairie minuscule, tenue par une femme âgée aux lunettes rondes. Claire salua la propriétaire d'un signe de tête. « C'est ici que j'achetais mes livres de seconde main quand je n'avais pas de quoi me payer le métro, » dit-elle. Théo parcourut les rayons, caressa les dos des livres usés, feuilleta un recueil de poésie. Il n'avait pas lu de vers depuis l'adolescence. Il en acheta un sans réfléchir. Puis ils allèrent dans une boulangerie où la vendeuse leur offrit 2 parts de tarte en les reconnaissant. « Tu nous avais manqué, Claire. Ta mère va mieux ?» Claire sourit simplement. « Elle dort beaucoup, ça lui fait du bien. » Théo resta silencieux. Il comprenait maintenant que cette ville avait vu Claire, l'avait connue, l'avait portée,
tandis que lui était resté aveugle à tout ce qui n'était pas vitrine ou stratégie. Ils mangèrent leur tarte sur un banc, dans un petit square, entouré d'immeubles décrépits. Il y avait là un homme qui nourrissait des pigeons, une adolescente qui lisait en tailleur, un couple de retraités main dans la main. C'était ordinaire, et c'était magnifique. « Tu regrettes ?» demanda Claire soudainement sans le regarder. Il prit une seconde avant de répondre. « De ne pas avoir vu tout ça plus tôt ? Oui, mais si j'avais vu, je ne serais pas ici avec toi aujourd'hui. Alors peut-être que je devais d'abord tomber. » Elle le regarda longuement. « Tu es encore en chute libre, tu sais. » « Je sais, mais cette fois, j'ai les yeux ouverts. » Ils restèrent un moment sans parler. Puis Claire reprit la parole, plus doucement. « Je ne veux pas que tu deviennes un autre homme pour me plaire. Je ne veux pas que tu changes pour moi. Je ne veux pas de dette. Je ne veux pas de monument. Je veux que tu comprennes. C'est tout. Je comprends. Et si un jour tu retournes à tes habitudes, à ton monde, ce sera ton choix, pas ma défaite. » Il secoua la tête. « Je ne peux plus. Ce monde-là ne me reconnaît plus. Et moi, je ne m'y reconnais pas non plus. » Elle esquissa un sourire discret. « Alors peut-être qu'on peut inventer autre chose. » Ils quittèrent le square, marchèrent encore. Claire le mena jusqu'à une ruelle où un petit centre associatif se trouvait, tagué de couleurs vives, les murs couverts d'affiches pour des collectes, des ateliers de soutien scolaire, des distributions de repas. Elle lui montra la porte. « Je faisais du bénévolat ici avant, quand je pouvais. Ils ont toujours besoin d'aide, pas de dons, de présence, de bras. » Théo regarda l'entrée, puis Claire. « Tu veux que je vienne ici ? Non, je veux que tu comprennes pourquoi je suis encore debout. Ce lieu, ces gens, ce sont eux qui m'ont donné la force. Bien avant toi. » Il hocha la tête. Il comprenait. Le soleil commençait à se coucher. Les réverbères s'allumaient lentement. Ils reprirent le chemin vers chez elle, sans se presser. Quand ils arrivèrent devant l'immeuble, elle lui ouvrit à nouveau la porte. Il ne demanda pas s'il pouvait entrer. Elle ne l'invita pas, mais il entra quand même. Dans l'appartement, la lumière était tamisée. Sa mère dormait encore. Claire alluma une bougie, posa son manteau. Théo fit de même. Ils s'assirent, l'un en face de l'autre, sans le besoin de meubler le silence. Puis elle dit « Tu veux rester dîner ? Ce n'est rien d'extraordinaire, des pâtes, une soupe. C'est exactement ce qu'il me faut. » Elle se leva, sortit quelques ingrédients, commença à cuisiner. Il l'aida à couper les légumes, maladroitement mais avec application. Ils ne parlèrent presque pas, mais chaque geste devenait une phrase. Le bruit de l'eau, le frémissement du bouillon, les couverts sur la table, tout cela tissait entre eux quelque chose de rare, de fragile, de vrai. Quand ils s'assirent pour manger, Théo prit une inspiration profonde. « Je ne sais pas ce que tu veux de moi, ou même si tu veux quelque chose, mais moi je veux rester là un peu plus longtemps. » Claire le regarda et répondit simplement « Alors reste. » Les semaines qui suivirent furent d'une douceur inattendue. Rien ne se fit brusquement. Il n'y eut ni grande déclaration, ni révolution soudaine. Théo continua à passer du temps chez Claire, d'abord pour dîner, puis pour lire sur son canapé, parfois simplement pour rester silencieux à ses côtés. Il ne s'installa jamais vraiment, mais il ne repartit plus comme avant. Sa santé s'améliorait progressivement. Le foie greffé s'adaptait, son corps reprenait des forces, et avec chaque jour gagné, Théo se sentait de plus en plus vivant. Non pas comme avant, non pas comme l'homme qu'il avait été dans ses tours d'argent, mais comme un être nouveau, façonné dans la chute, reconstruit dans le silence, inspiré par la présence discrète de Claire. Il recommença à écrire, pas des lettres de regret, mais des idées, des projets, des pistes. Un soir, il parla à Claire de ce qu'il voulait faire, pas pour elle, pas pour racheter quoi que ce soit, mais parce qu'il sentait que c'était enfin juste. « Je veux créer une fondation, pas à mon nom, pas pour qu'on me remercie, une fondation qui aide les donneurs vivants, comme toi, et ceux qui, comme moi, ne méritaient rien mais ont reçu tout. » Elle écouta, attentive. Pas une vitrine, une vraie structure, avec un budget, des actions concrètes, pas d'opérations de communication, des aides, de la formation, de la reconnaissance silencieuse. Claire hocha la tête. « Et tu veux que je sois quoi, l'image? La preuve que ça marche? » « Non, dit-il avec calme, je veux que tu la diriges. » Elle haussa un sourcil. « Moi? Oui, parce que tu sais ce que c'est de donner sans attendre, parce que tu connais les deux côtés, et parce que je te fais confiance. »
Elle se leva, marcha vers la fenêtre, regarda dehors. Les lampadaires éclairaient la rue de leur lumière jaune, tranquille. « Je l'accepte, dit-elle, mais à une condition. » Il attendit. « Je reste moi. Pas de costume, pas de discours, pas de micro. Je dirige à ma manière, discrètement, avec ceux qui savent ce que ça coûte. » Il sourit. « C'est exactement ce que je voulais. » Ainsi naquit la Fondation Éclat, un nom choisi par Claire en mémoire de tous ceux qui n'avaient jamais été vus, mais qui, un jour, avaient brillé brièvement dans la vie d'un autre. Elle installa le premier bureau dans un local ancien rénové par des bénévoles. Théo y venait parfois pour porter des cartons, boire un café, écouter. Mais il ne prenait plus la parole comme avant. Il apprenait. La Fondation grandit lentement, d'abord à Paris puis dans d'autres villes. Des campagnes de sensibilisation discrètes furent menées. Des aides financières furent distribuées à des familles de donneurs. Des plateformes d'information furent mises en ligne. Claire tenait tout à distance, mais avec une rigueur admirable. Sa mère, elle, continua à vivre dans l'appartement du 11e, soignée avec attention, aimée avec douceur. Théo venait souvent, pas comme un invité, pas comme un héros, mais comme quelqu'un qui avait trouvé un foyer dans l'inattendu. Un jour, ils partirent ensemble en train pour la Bourgogne, sur un coup de tête. Claire voulait voir les champs. Théo retrouvait les traces de son enfance. Ils marchèrent dans la campagne, s'arrêtèrent dans une ferme où un vieux monsieur leur offrit du fromage. Claire rit, Théo aussi. C'était simple. Et c'était tout. La presse découvrit un jour la Fondation. Les journalistes voulurent en faire une histoire, un récit de rédemption, une icône. Claire refusa les interviews. Théo aussi. Ils n'avaient rien à vendre. Dans le silence qu'ils avaient bâti, ils continuèrent à vivre, pas comme un couple de magazines, pas comme des légendes urbaines, mais comme deux êtres qui s'étaient reconnus dans la chute et qui, en se relevant, avaient choisi de marcher ensemble. Non pas parce qu'ils avaient besoin l'un de l'autre, mais parce qu'ils en avaient envie. Et c'était cela, le vrai miracle.